Bonsoir, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Tétouan submergé par les eaux, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville pendant ces dernières 48 heures avec un pic journalier de 52 mm. Résultat, une infrastructure mise à mal et des maisons inondées. C'était il y a une année, jour pour jour, le 2 mars de l'année dernière, nous apprenions l'apparition du premier cas Covid-19 au Maroc. Le Maroc qui a déployé une grande stratégie de veille et de riposte pour juguler l'épidémie. Une stratégie doublée d'une opération vaccinale d'envergure, saluée de tous bords. Le 10 mai, retenez bien cette date, elle marquera désormais la journée mondiale de l'Arganier, parfaitement adaptée au climat et au sol de la région. L'Arganier s'avère comme un véritable rempart contre l'érosion et l'avancée du désert. Nous en parlons tout de suite, nous en parlerons avec une spécialiste de référence mondiale en la matière. Restez avec nous. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle initiative royale de solidarité avec le peuple yéménite frère, c'était hier. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ordonné de faire don d'1 million de dollars au profit du peuple yéménite à titre de contribution du Royaume du Maroc aux efforts de solidarité internationale pour venir en aide à ce pays. Annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Intervenant lors d'une réunion de haut niveau sur le plan d'intervention humanitaire au Yémen, Nasser Bourita a relevé plutôt que le Royaume du Maroc, sous la conduite du souverain, a toujours insisté sur la nécessité d'accorder une haute importance au volet humanitaire compte tenu de son rôle vital pour les civils yéménites et que la crise humanitaire dans ce pays ne peut être résolue qu'à travers une solution politique globale et durable qui préserve l'unité et la souveraineté du Yémen selon les références en vigueur, notamment les résolutions du Conseil de sécurité. La Chambre des représentants a tenu cet après-midi une plénière inaugurant une session extraordinaire dédiée à l'examen de textes de loi à caractère urgent, portant notamment sur le processus électoral et la protection sociale, citant en particulier le projet de loi organique relative à la Chambre des représentants et le projet de loi organique relative à la Chambre des conseillers. S'y ajoute aussi le projet de la loi organique relative à l'élection des membres des conseils, des collectivités territoriales, le projet de loi organique relative aux partis politiques et aussi relative à la protection sociale, du projet de loi relatif aux listes électorales générales, aux opérations de référendum et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires. L'alerte météorologique toujours d'actualité ce soir et demain encore. De fortes averses orageuses sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume. Une alerte de niveau de vigilance orange. Elle concerne le nord, le sud, l'oriental et également les Hauts et le Moyen Atlas. À Qla'at Sragna, 2 garçons ont été tués et 6 autres blessés hier, victimes d'une foudre suite à des perturbations orageuses alors qu'ils jouaient au football au Douar Chaoui, relevant de la commune de Zamran Sharqiya. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital local de Tamlelt et vers l'hôpital régional de Qla'at Sragna, et cela pour recevoir les soins nécessaires. Il a abondamment plu hier et avant-hier à Tétouan, des pluies torrentielles avec un pic journalier de plus de 50 mm. Ces précipitations ont mis à mal l'infrastructure de la ville. Les eaux se sont également infiltrées dans plusieurs maisons et plusieurs quartiers ont été inondés. Les images, vous allez le voir, sont impressionnantes et sont commentées par Nisri El Hamdaoui. Regardons. Il aura suffi de quelques heures d'incessantes chutes de pluie pour que les Tétouanais se retrouvent les pieds dans l'eau. En un petit laps de temps, il est tombé 52 mm. De quoi submerger des artères névralgiques de la ville de Tétouan et inonder certaines entreprises. Vous le voyez par vous-même, nous sommes en train de nous noyer. Les dégâts sont inestimables. Il a plu pendant une demi-heure. C'était suffisant pour nous plonger dans un tel désastre. Nous avons perdu tout notre matériel. Tout a été englouti par les eaux.
Pris de court par ce déferlement de pluie, certains usagers de la route ont dû changer de chemin pour éviter de se noyer au niveau de certains axes routiers submergés par les eaux. Je voulais emprunter la voie de ce tunnel. Dieu merci, une conductrice m'en a dissuadé. L'infrastructure routière est défaillante. Vous savez, à Tétouan, à chaque fois que les pluies s'invitent chez nous, nous implorons Dieu pour que le débit des eaux ne soit pas supérieur au diamètre de nos égouts. Les habitants de Tétouan sont dépités. Ils ont leurs propres explications à ce malheur qui les envahit. Ils ont mis en place un rond-point au mauvais endroit. En fait, toute l'infrastructure routière laisse à désirer. Vu que ce rond-point est très élevé, il bloque le passage des eaux pluviales et les empêche de se déverser dans l'Oued. Résultat, les eaux montent de plus en plus dans ce quartier et ne trouvent aucune issue. Les dégâts sont énormes. Nos meubles ont été endommagés. Notre entreprise a été inondée par les eaux pluviales venues de la rue. En cause, l'état des égouts. Vous imaginez, ils ne dépassent pas les 50 cm. En gros, le cumul des précipitations a frôlé hier les 100 mm entre 7 h du matin et 16 h. Quelques 275 maisons ont été inondées et 11 voitures légères se sont vues emportées par les eaux. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés ou de personnes portées disparues. Une première à Guerguerat, le conseil régional de Dakhla Oued Dahab s'y est réuni hier en une session ordinaire, avec à l'ordre du jour l'approbation de pas moins de 14 projets pour une enveloppe budgétaire de 574 millions de dirhams. Des projets qui visent globalement à améliorer l'attractivité économique de la région, soutenir la compétitivité des entreprises, renforcer l'infrastructure routière et promouvoir l'enseignement supérieur et la création d'emplois également. Le Sahara marocain, une région qui regorge de ressources naturelles et d'immenses potentialités économiques, un écosystème propice à l'investissement et dont la réputation n'est plus à démontrer. Dakhla, la perle du Sud, s'inscrit tout à fait dans cette dynamique de perpétuel développement socio-économique et aspire à drainer davantage d'investissements. C'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit la visite d'une importante délégation de la Chambre chinoise de commerce et d'industrie. Les entretiens se sont déroulés au siège de la Chambre agricole de la région Dakhla Oued Dahab, entretien qui se sont prolongés par des visites de terrain également, dans l'objectif d'identifier d'éventuels partenariats et investissements, notamment dans le secteur agricole et celui des énergies renouvelables. Depuis une semaine déjà, la campagne de vaccination anti-Covid-19 est carrément passée à la vitesse supérieure, pendant que les personnes âgées de 60 ans et plus et celles avec également des comorbidités reçoivent leur première dose. Eh bien, c'est l'heure de la deuxième dose pour les frontliners. Tout de suite, le reportage qui est réalisé dans un centre de santé à Bir Gheddouz avec Bakar Dlimi, Mustafa Al-Qabch et Oumé Marami pour le commentaire. Depuis un mois, l'affluence est palpable dans ce centre de santé. Il y a une semaine, le cercle de la vaccination s'est élargi entre ceux qui viennent recevoir une deuxième dose et ceux venus pour bénéficier d'une première injection. L'heure est au grand rush. J'ai déjà reçu ma première dose. Je suis ici pour ma deuxième injection. Tout s'est bien passé. La première injection est chose faite. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Grâce à lui, tout le monde peut bénéficier gratuitement du vaccin. J'ai 60 ans. C'est enfin mon tour dans le calendrier vaccinal. Mais avant de passer à la salle d'injection, le vacciné est soumis à une vérification d'identité et à une évaluation médicale prévaccinale. Tout est étudié au millimètre près.
Donc, circuit ديالنا هو انهم كيدوزوا عندنا d'abord كنشوفوا les contre-indications. Les candidats au vaccin doivent suivre un circuit bien précis. Le passage à la salle d'examen est un impératif pour qu'on puisse voir s'ils sont éligibles ou non à la vaccination. Une fois vaccinés, les bénéficiaires sont invités à se reposer 15 minutes dans la salle de repos. La salle de repos. Vacciner en un peu de temps la population, un pari réussi par le Maroc. Un pas de géant dans le combat anti-Covid que l'on ne pourra gagner sans l'engagement infaillible de tous et de toutes. Alors, restons vigilants. La vaccination poursuit justement son élan. 3 657 468 personnes ont été vaccinées à ce jour, au moment où 293 857 autres personnes ont reçu jusqu'ici leur deuxième dose. C'est un jour bien difficile à oublier. C'était il y a une année, jour pour jour, le 2 mars 2020. Souvenez-vous, le premier cas Covid-19 est déclaré sur le sol marocain. C'était l'un de nos concitoyens résidant à l'étranger qui en est porteur. S'en est suivi, vous le savez, un pêle-mêle d'émotions pour tout un chacun, entre appréhension, la panique et la prudence également. Et s'en est suivi aussi toute une stratégie de veille et de riposte pour limiter les dégâts de l'épidémie, voire l'endiguer. Ahmed Hamri et Sarah Katil pour le commentaire. Cela fait un an que le premier cas du coronavirus a été enregistré au Maroc chez un ressortissant marocain résidant en Italie. Depuis, notre pays s'est doté de mesures de prévention afin de limiter la propagation du virus et d'un plan de riposte d'envergure qui a pu améliorer la situation épidémiologique du royaume. Le taux de positivité des tests PCR est passé de 25% au mois d'août à 2,8% actuellement. Le nombre des cas critiques et graves hospitalisés dans les services de réanimation a diminué aussi. Le taux d'occupation de ces services est passé de 35% à 14%. Il reste actuellement 6 000 cas actifs dans notre pays. Le maudit virus a également causé le décès de plus de 8 600 personnes, dont la plupart étaient hospitalisées dans les services de réanimation à travers le royaume. Ici au CHU Ibn Rushda Casablanca, 6 services de réanimation ont été dédiés aux cas critiques et graves. On a déploré pratiquement 1378 cas de malades de réanimation. Alors, les vrais malades de réanimation, ils avoisinent pratiquement les 90% de ce chiffre que je viens de citer. Les 10%, c'était des malades. Certainement, ils n'ont pas eu une place dans d'autres structures, donc on était obligé de les récupérer et les prendre, et puis donc de le replacer dans un service froid. Alors, concernant le taux de guérison, le taux de guérison, il est de l'ordre de 45%, et c'est un chiffre qui est très intéressant comparé aux autres chiffres à l'échelle internationale. Jusqu'à présent, le Maroc a vacciné plus de 3,5 millions de personnes pour la première injection et plus de 300 000 pour la deuxième dose du vaccin. Des chiffres qui placent le Maroc en haut du classement des pays ayant vacciné le plus de personnes au monde. Suite aux instructions royales, dès l'apparition du vaccin, des accords ont été conclus pour la réception des vaccins de l'AstraZeneca et Sinopharm, ce qui nous a permis d'être parmi les premiers pays qui ont reçu ces vaccins et qui mènent avec brio la campagne de vaccination, une vaccination gratuite pour tous. En dépit de l'amélioration de la situation épidémiologique du royaume et de la poursuite de la campagne de vaccination, la prévention reste de mise car le coronavirus est toujours parmi nous et il vaut mieux le contrecarrer par l'adoption des gestes barrières. Les indicateurs épidémiologiques poursuivent fort heureusement leur amélioration. 393 de nouveaux cas ont été recensés pendant ces dernières 24 heures
8 décès malheureusement à déplorer et 523 personnes ont guéri du Covid. Les cas actifs s'élèvent pour leur part à 5646. Les cas graves et critiques se chiffrent pour leur part à 256 personnes, dont 21 personnes recensées ces dernières 24 heures. 14 personnes sont intubées et 179 autres sont sous ventilation non invasive. L'arganier, un arbre tout-terrain, un arbre aux 1001 histoires qui sera désormais d'ailleurs célébré dignement chaque année. Le 10 mai, effectivement, de chaque année, il est déclaré comme Journée internationale de l'arganier par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est aussi et surtout une reconnaissance pour les efforts engagés par le Maroc en matière de protection et de valorisation de l'arganier. Mounia Marouche pour le commentaire. Il ne pousse que sur les terres rouges du sud-ouest marocain, entre Agadir, Taroudant, Tiznit et Essaouira. Cet arbre endémique s'étend sur 800 000 hectares. Parfaitement adapté au climat et au sol de la région, l'arganier s'avère comme un véritable rempart contre l'érosion et l'avancée du désert saharien. C'est un exemple vivant de parfaite symbiose entre l'homme et la nature. Connue pour ses vertus nourrissantes et revitalisantes, cette ressource naturelle est très prisée dans le monde entier. Plusieurs pays ont tenté de le transplanter, mais ils n'ont guère réussi. Pour préserver et célébrer cet arbre de la vie typiquement marocain, une journée lui sera dédiée. Elle sera célébrée le 10 mai de chaque année, une célébration décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct avec Madame Zoubida Charouf. Madame Charouf, bonsoir. Vous êtes professeur-chercheur spécialiste de l'arganier, la référence mondiale dans ce domaine. Parlez-nous d'abord de la haute symbolique de cette proclamation de cette journée mondiale, surtout que ce sont les grands efforts engagés par notre pays qui sont derrière cette proclamation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, justement, le Royaume du Maroc a déployé beaucoup d'efforts pour la préservation des ressources génétiques d'une manière générale et de l'arganier en particulier, notamment par la création de l'ANZOA, l'Agence nationale des zones oisiennes et de l'arganier, par la réhabilitation de l'arganeraie. Depuis le contrat programme, c'est prévu un projet de réhabilité de 200 000 hectares et par la promotion de l'arganiculture, tout en organisant la filière depuis les ayants droit. Donc, c'est des efforts considérables qui ont eu des retombées aussi bien socio-économiques qu'environnementales, puisque actuellement, l'arganeraie est plantée partout ailleurs. En plus des 828 000 hectares, on arrive maintenant à presque 1 million d'hectares. Et l'exportation de l'huile qui était pratiquement insignifiante en 2002, maintenant on arrivait à l'exportation de pratiquement 3000 tonnes, ce qui est considérable et un impact économique très important. Justement, puisque vous évoquez tout ce potentiel, professeur, concrètement, comment est-ce que cette journée internationale fixée au 10 mai de chaque année pourrait justement aider le Maroc à promouvoir la filière de l'arganier, et surtout à l'export, puisque vous parliez tout à l'heure d'export? En fait, c'est une reconnaissance qui est supplémentaire pour l'arganeraie, parce que d'abord, l'arganeraie est une réserve de biosphère, reconnue par l'UNESCO. On a aussi l'argane et les pratiques et savoir-faire liés à l'arganier qui ont été inscrits en 2014 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On a aussi une reconnaissance de la part de la FAO, de même que le Maroc a pu avoir un fonds, des moyens, des fonds verts pour le climat, pour justement la promotion de l'arganiculture. Et donc, puisque les Nations Unies, justement, ils ont tout un programme de développement durable à l'horizon de 2030, c'est tout à fait normal qu'ils vont appuyer notre demande, la demande du Royaume du Maroc,
puisque les forêts jouent un rôle très très important dans la lutte contre la désertification, l'atténuation aux effets des changements climatiques et la conservation de la biodiversité. Donc ce n'est qu'un, c'est tout à fait logique. Qu'un début pour un avenir encore plus prometteur pour la filière. Professeur, comme nous l'avons suivi tout à l'heure pendant le reportage, l'argandier est connu pour ses bienfaits extraordinaires pour la santé. Et autre caractéristique majeure, c'est qu'il ne pousse en fait que sur les terres du sud-ouest marocain, comme nous l'avons suivi pendant le reportage, et jamais ailleurs, comme en témoignent d'ailleurs quelques vaines tentatives, ça et là. Professeur, comment expliquez-vous sur le plan scientifique cela ? Ben, écoutez, effectivement, l'arganier est un arbre qui est sauvage. Il ne pousse qu'au Maroc. Et comme vous l'avez dit, maintenant, on commence à le planter un peu partout au Maroc. Et donc, pourquoi il pousse? C'est parce que il y a plusieurs plantes qui sont endémiques à un certain nombre de pays. Comme par exemple l'eucalyptus, il était en Australie. Et maintenant, puisqu'il a un intérêt économique, il y a plusieurs pays qui l'ont planté partout. Et c'est la même chose pour l'arganier. Avant, il ne poussait qu'au Maroc. Personne ne s'intéressait parce que ça n'apportait rien. 1 litre d'huile ne dépassait pas 30 dirhams. Donc, les gens plantent généralement des arbres qui ont un intérêt économique d'abord. Professeur Zoubida Charouf, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'arganier, la référence mondiale dans ce domaine. Merci pour tout cet éclairage, professeur Charouf. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.